Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il y a malheureusement des sujets dont on ne parle pas souvent, mais qui continuent pourtant de faire l'actualité. La pédocriminalité, la pédophilie notamment fait partie. Pour vous donner une idée, la semaine dernière seulement, la police judiciaire a réalisé un grand coup de filet partout en France avec les interpellations de 48 hommes soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté massivement des photos, vidéos pornographiques mettant en scène des enfants. D'ailleurs, l'opération a été coordonnée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Mais ce n'est pas la seule actualité. Le 19 novembre, donc vendredi dernier, là, c'était du nouveau dans l'affaire Epstein. Vendredi dernier, une juge fédérale, la Loretta Juge Preska, a ordonné la divulgation de documents contenant les noms exacts de certains des inconnus qui sont liés au trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. On va sûrement en parler avec Laurence Beneux. Le 19 novembre également, un homme et une femme, tous deux de nationalité ukrainienne, mais qui étaient à Brest, ont été mis en examen à Brest pour captation d'images pornographiques de mineurs et agressions sexuelles incestueuses. Voilà ce qu'on apprend par le parquet. Ils étaient âgés de 35 et 53 ans. Ils ont été interpellés, placés en garde à vue au commissariat de la ville. Les faits auraient été commis au préjudice d'un enfant ukrainien âgé de 7 ans et supposé être l'enfant du couple. Vendredi 18 novembre, le corps de la jeune Vanessa... vendredi ou jeudi d'ailleurs, le 18 novembre. Le corps de la jeune Vanessa, 14 ans, enlevée à la sortie du collège, a été découvert dans une maison abandonnée du Lot-et-Garonne. Le suspect, un intérimaire de 31 ans habitant à Marmande, a été mis en examen. Des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire de mineurs de 15 ans, acte de pénétration sexuelle par violence, menace ou surprise sur mineurs de moins de 15 ans, ainsi que pour homicide volontaire, et il a reconnu les faits. Un petit peu plus tôt, le 14 octobre, et vous vous en rappelez tous, la France vibrait sous la nouvelle du meurtre de Lola, 12 ans, collégienne, suivie à la sortie de son collège dans le 19e arrondissement de Paris. Selon les déclarations de la principale suspecte, Dabia B, une Algérienne sous OQTF d'ailleurs, elle aurait entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur vivant dans le même immeuble que l'enfant. Elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort. Quelques heures plus tard, le corps de l'adolescente était retrouvé dans une malle. Et puis, on peut remonter encore le temps. Je vais seulement citer encore une affaire, le 3 octobre. D'ailleurs, une affaire qui, pareil, interpelle beaucoup. Un ancien magistrat de Dijon a été jugé en appel à Besançon. L'homme qui avait appelé sur Internet à violer sa fille mineure a vu sa peine allégée à 2 ans de prison avec sursis probatoire et obligation de soins. En gros, ça veut dire qu'il finalement il n'ira pas en prison, cet ancien magistrat. Il a été donc relaxé pour les faits d'instigation à commettre un viol et une agression sexuelle sur mineur non suivi des faits. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en ce moment et dont on n'ose pas parler. Évidemment, c'est toujours des sujets très difficiles. Alors, pour en parler justement, nous, vraiment, aujourd'hui, et comprendre aussi comment fonctionnent ces personnes, comment fonctionnent ces réseaux, comment fonctionne ce système de répétition. Nous sommes avec 2 invités. Laurence Beneux, bonjour. Bonjour. On vous connaît déjà et vous avez déjà avec nous travaillé sur ces questions. Vous êtes journaliste indépendante, auteur de ce livre, Le livre de la honte, les réseaux pédophiles aux éditions Le Cherche Midi et BI, Brigade d'intervention aux éditions Cherche Midi également. Et puis nous sommes avec une écrivaine qui, chers auditeurs, nous découvrons ensemble, Nanushka van Moerkerkenland. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Oui. Vous êtes donc écrivaine et vous avez d'abord sorti un premier livre, Le cœur content, chez Gallimard, sous forme de roman, mais toujours en posant des questions évidemment très sérieuses. Mais aujourd'hui, nous abordons ce livre que vous sortez récemment, Amour mineur. C'est un roman aux éditions Métropolis. C'est un roman, mais qui en fait retrace avec énormément de sérieux. D'ailleurs, vous avez travaillé avec des journalistes d'investigation, des procureurs, des psychiatres pour comprendre comment on tombe dans la pédophilie. Oui. Voilà. Et c'est un roman absolument bouleversant que je recommande à tout le monde. En fait, d'ailleurs, on va en parler un petit peu. Vous avez plusieurs personne qui parle, le héros, on va dire, le personnage principal qui tombe finalement dans une forme de pédophilie, en tout cas qui a un attrait pour un sexe violent et qui en fait au moment où il a un enfant se rappelle que lui-même a été victime. Et voilà, vous expliquez tout cela très bien, il y a des scènes différentes, on alterne le jeu adulte et le jeu enfant. Et puis la femme qui attend le retour de son mari à la maternité. Enfin voilà, donc c'est un livre très très bien écrit, très touchant.
bouleversant qui se lit d'une seule traite, je vous le dis tout de suite, chers auditeurs, et qui permet de traiter de ce sujet très grave de façon un petit peu plus, on va dire, un peu plus simple. Alors, pour commencer peut-être, Laurence Beneux, vous avez entendu tous les sujets d'actualité que j'ai évoqués. Finalement, on a l'impression que ça passe. On a des Lola, des Maïlis, aujourd'hui des Vanessa, et ça continue. C'est ça. Ça continue. Et puis, je suis pas très optimiste parce que bon, on peut parler d'autres faits d'actualité. Là, on parlait de ce juge qui finalement n'ira pas en prison. J'étais condamné à des soins. Ouais, j'étais la semaine dernière à un procès d'assises en appel. Donc, c'était quelqu'un qui avait été condamné en première instance à 10 ans de prison. En assises, 10 ans de prison, ok. Il a fait appel. Il est sorti au bout de 2 mois et 9 jours. Une des raisons invoquées étant qu'il avait respecté son contrôle judiciaire avant sa condamnation. Sauf que, depuis, il y a eu une condamnation de 10 ans de prison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Eh bien, il ne s'est pas présenté à son procès d'assises. Et alors, il a invoqué un test PCR, fait 48 heures avant. Bien pratique, ça, tiens. C'est tellement pratique, le test PCR, fait 48 heures avant, et donc il s'est avéré positif. Mais déjà, moi, je veux dire ça, je ne comprends pas comment on peut libérer quelqu'un. Là, on n'est même plus, on parle des fois de présomption d'innocence, on dit, bon, alors, quand il y a des motifs de mise en examen, etc. Mais enfin, là, il y a eu une condamnation aux assises, quoi. 10 ans. En plus, il y avait, avec plusieurs parties civiles, il y avait des personnes qui se réclamaient victimes, qui n'étaient pas parties civiles pour cause de prescription, mais il y avait quand même 2 parties civiles. Donc là, vous le dites, il y avait en plus une condamnation. Donc la justice, d'une certaine façon, avait fait son travail. Oui, elle avait fait son travail. Elle aurait fait son travail si elle l'avait pas relâché. Donc inutile de vous dire que les parties civiles, il y en avait une, était absolument désespérée, parce que pendant ce temps-là, il faut vivre avec. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, enfin là en l'occurrence une mauvaise nouvelle, il y a aussi, il y avait 15 jours avant, à Toulouse, c'est pareil, un homme multirécidiviste qui a été condamné par les cours criminelles, ces fameuses cours criminelles qui ont été créées pour Nicole Belloubet et qui, dans les faits en fait, donc pour désengorger un peu les assises. Mais enfin, c'est toute notre tradition judiciaire. Il faut voir que c'est pas pour rien qu'il y a le jury populaire. Évidemment, comme par hasard, ces cours judiciaires, en fait, on l'avait dit avant, ces cours criminels sont réservés au viol, y compris au viol pour mineurs, un peu comme si c'était des sous-crimes. Donc là, la cour criminelle condamne le prévenu à 6 ans de prison et il n'y a pas eu de mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il est sorti de la cour criminelle libre. C'est-à-dire qu'il y a eu un vice de forme ? Non. Mais non, c'est même pas ça, parce qu'à la limite, un vice de forme... Bon, mais pourquoi il n'y a pas eu de mandat de dépôt ? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir, là, vous parliez d'un juge qui n'ira pas en prison. Là, c'est des gens qui ont des condamnations fermes pour des crimes, des viols sur mineurs, sur enfants. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont laissés en liberté. Oui. Et j'en ai pas beaucoup entendu parler, moi. Sur leurs enfants, en plus. Non, pas sur leurs enfants. Là, c'est sur... Enfin, le magistrat, c'est son enfant. Oui, là, c'est la personne dont je vous parle. Oui, il y avait celui à Toulouse, il y avait effectivement des condamnations pour inceste, mais pas que. Parce que faut bien voir que, bon, pour le magistrat, j'en sais rien, mais il faut bien voir que souvent, une carrière de pédocriminel, c'est beaucoup de victimes d'enfants. Et bon, l'impunité n'étant pas tellement très dissuasive, je vois pas tellement comment ça pourrait s'arranger. Alors, il y a la question de l'impunité, puis il y a la question qui est soulevée dans le livre de Nanushka von Muirkenkerland, c'est cette question en fait, de répétition du schéma qu'on va aborder. Mais il est 8 heures sur Ligne Droite, on fait un rapide point sur les informations avec Merwan Mioubi. Ligne droite. La table ronde. Et pour cette table ronde, nous sommes toujours avec Laurence Beneux, auteure de ce livre, Le livre de la honte, les réseaux pédophiles aux éditions Le Cherche Midi, et Nanushka van Moerkerkenland, auteure de Amour mineur aux éditions Métropolis. Alors, je me tourne vers vous justement, Nanushka van Moerkerkenland. Je voudrais avec vous voir ce que vous racontez en fait dans votre livre et que vous racontez très bien. Et vous avez travaillé avec des journalistes d'investigation, etc. Comment finalement une personne qui a été une victime devient elle-même un prédateur ?
Alors les chiffres s'accordent pour dire qu'ils sont environ 1 sur 3. Alors évidemment sur un sujet aussi brûlant que celui-là, mais c'est un petit peu le rôle de la littérature, c'est de d'écrire le réel en passant par l'irréel. Ça permet de descendre dans la psyché d'un personnage, c'est ce que disait Jacques Vergès, le grand avocat, quand il parlait du théâtre d'ombre et de lumière de la nature humaine. Ça permet de montrer les choses dans leur complexité, bien évidemment. On aurait tendance à vouloir faire en sorte que ce soit noir et blanc, qu'il y ait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. En vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il me semblait intéressant de montrer le combat intérieur de cet homme, qui est à la fois l'un et l'autre. Et la littérature permet d'approcher par les mots des sujets qu'on peut évidemment pas toucher. Ou difficilement toucher. Dostoïevski disait, on compare parfois la cruauté de l'homme à celle des fauves. C'est faire insulte à ces derniers. Oui, c'est bien vrai, malheureusement. Et donc, oui, là, on le voit, hein, votre personnage principal qui... En fait, c'est presque des flashs. Il se rappelle soudainement, c'est ça. Hein, il est repris par son passé. Il est rattrapé par son passé. Il avait, voilà, une vie. Alors, justement, il tendait à retrouver un schéma classique avec une femme qui l'aidait sur ce chemin. Mais il avait des tendances à vouloir aller. Alors, on ne voit pas forcément de la pédophilie tout de suite, hein, mais on peut lire sur le sexe facile ou la violence sexuelle voilà. Et les soirées libertines. Sauf que petit à petit, on voit que finalement, il a emporté quelque part. Il a cette envie de vice, en fait, presque. Et puis, ces flashs, ces lumières qui reviennent, notamment parce qu'il attend un enfant avec sa femme et qui lui rappelle la triste vérité. Est-ce que ça marche souvent comme ça ? Ça marche souvent par comment dire ? Il y a une forme d'amnésie, puis ou un retour soudain à la vérité ? Oui, parce que l'abus sexuel est un braquage spirituel qui fait effraction comme ça dans l'innocence de l'enfant. Et il y a des comportements déviants qui se mettent en place, même quand il y a une amnésie, des comportements à risque, des addictions, effectivement, des comportements sexuels déviants, ce genre de choses, un espèce d'évitement social. Il y a parfois des adultes qui ne savent pas lire les émotions sur les visages, qui prennent des sourires pour des remontrances ou des colères pour des choses positives. Parce que l'enfant est toujours là, en eux, à crier, à vouloir dire, à chercher à comprendre l'impensable. Et c'est cet enfant-là qui ressort, et le personnage a à l'intérieur de lui cette lumière déchirée quand il avait 6-7 ans. Oui, alors c'est évidemment une terrible souffrance, et on le sent, ce moment. Enfin, d'abord, c'est un livre plein d'émotions, je le dis tout de suite. On sent le moment aussi où finalement il comprend ce qui s'est passé, où il se rappelle de tout cela. Et il y a, je trouve, un moment très touchant où il explique que finalement il y a un moment où il est devenu... c'était un gentil petit garçon. Avant, tout allait bien. Avant, il aimait la musique. Avant, il aimait... voilà, il y a une petite litanie de ce qu'il aimait. C'était un garçon classique. Et puis tout soudainement, il a dû devenir un enfant difficile. Et seule sa mère continuait de le soutenir. Il est devenu, sinon pour les autres, un petit peu le vilain petit canard. Et sa mère a continué de le soutenir en expliquant « Non, mais il n'a pas toujours été comme ça. » Et en le soutenant et en l'aimant toujours, parce que c'est sa mère. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on se dit, là, il y a eu quel dommage qu'il y a eu cette incompréhension, qu'il n'y a pas eu ce dialogue, finalement, aussi, entre cette mère qui aurait pu l'aider encore plus. Elle l'a soutenue, c'est déjà génial, mais de ne pas aller plus loin dans le fait qu'elle perce ce mystère. Bien sûr, et même parfois pour les proches, c'est inconcevable. Mais il y a bien sûr la figure presque un peu iconique de la mère qui traverse le roman, qui est un autre regard sur l'enfance. Et le personnage, n'ayant pas pu parler, n'ayant pas pu dénouer les nœuds qu'il y a à l'intérieur de lui, se retrouve enfermé à l'intérieur de lui-même. Il est enfermé dans une cave. Et il ne sait pas comment en sortir. Ouais. Et il essaye par moments, il est sur une pente savonneuse, il est la proie de ses propres pulsions, de sa propre mémoire traumatique. Ses propres violences. Et il fait sa descente aux enfers. Il essaye de remonter, mais il n'y arrive pas. Ouais. À la fin, quand même, rassurez-nous, ça finit bien ou pas ? Parce que la fin est très...
la fin, on va dire, est assez apocalyptique. Mais est-ce qu'on peut espérer que finalement cet homme, une fois qu'il a compris, il a compris tout cela, puisse faire un travail sur lui et puis finalement retrouver... Oui, absolument. D'autant que dans le livre, il parle à la jeune accouchée qui est restée à l'hôpital avec leur enfant, et elle lui parle. Oui, et ils s'écrivent un petit peu, il y a ce dialogue qui pourrait presque être une pièce de théâtre entre les deux, et on pourrait imaginer que le livre n'est que la discussion qu'ils auraient en se retrouvant. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a, on va après revenir sur notre sujet, mais il y a une, je trouve, dans ces deux femmes, sa femme qui accouche et sa mère, une forme de figure intangible. Elle reste là malgré le fait, alors pour la mère, malgré le fait que son fils soit devenu peut-être difficile, compliqué, un vilain petit canard pour tous les autres, mais elle continue de l'aimer, elle restera là, ça restera un socle jusqu'au bout. Et puis sa femme qui est iranienne, qui avait cette noblesse orientale, cette élégance, cette résilience aussi. Oui, voilà, c'est ça, et qui finalement garde une forme de confiance, de force vis-à-vis de son mari, même si elle ne sait pas au début tout ce qu'il traverse, mais malgré tout, elle reste là, elle aussi. Donc c'est aussi un hommage aux femmes, quand même, ce livre. Oui, parce que le souvenir remonte au moment de la reproduction. Donc effectivement, on peut espérer qu'après, ça aille mieux. Alors, tant mieux, parce que j'étais un peu traumatisée hier soir. Laurence Beneux, vous l'avez lu, ce livre également. Vous qui travaillez beaucoup, parce que vous êtes une journaliste d'investigation et vous travaillez sur ces sujets, vous trouviez que, c'est vous qui m'avez appelé à lire ce livre, que ce roman était d'une vérité criante. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? Je retrouve en fait, je retrouve des témoignages, enfin en filigrane. J'ai pensé à plein de personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon travail, dans ma carrière. Donc, au-delà du fait que je trouve qu'il est remarquablement bien écrit, je veux dire, il y a une écriture comme ça qui est très forte, mais qui est très imagée, mais qui transcrit d'une façon très juste. Enfin, je trouve qu'il est exceptionnel. C'est un petit livre. Une très belle plume. Qui se lit vite. Mais au-delà de ça, j'ai retrouvé. Alors, il y a une peinture de la société qui n'est jamais faite et qui est extrêmement juste. Une grande aussi, lucidité. Oui. Et d'abord reparler de ces salons aussi, c'est important. Ces salons mondains. Ces salons mondains où tout le monde se retrouve, le voyou et le grand patron, etc. Et tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît. Et puis là, il se passe sûrement tout ce qui se passe et qui est assez terrible. Ces scènes. Oui, et ça pose des questions. C'est vrai que des questions que je me suis déjà posées. Par exemple, les gens qui ont tout. Vous voyez, j'en ai vu des affaires, des milliardaires, jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on se faisait traiter de complotistes si on disait qu'ils existaient, mais enfin, ils existaient, ils étaient déjà là. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que c'est parce qu'ils s'emmerdent, est-ce que c'est parce que qu'est-ce qui se passe au-delà des schémas de reproduction, parce qu'il y a aussi les schémas de reproduction. Oui, donc on a dit que c'était plutôt 1 sur 3, pas tous quand même. Non, il y en a 2 sur 3 qui reproduisent pas, il faut le rappeler. D'ailleurs, c'est très important pour les victimes qu'on le rappelle. Qu'on n'avait pas s'imaginer que derrière une victime, il y a un prédateur qui se cache. C'est très majoritairement pas vrai. Donc il y a cette peinture sociale, mais c'est pareil, c'est flash. Oui. La façon, cette remontée de mémoire traumatique, c'est quelque chose que j'ai aussi, comme c'est décrit, que j'ai entendu, ça m'a évoqué, ça m'a rappelé des gens. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de se rappeler. On ne sait pas trop, mais ça pose plusieurs questions, contrairement à celle de la prescription, évidemment, cette grande question de la prescription on a tenté en tout cas de repousser, mais c'est suffisant encore, et en même temps, après, est-ce que la justice est encore la justice si elle travaille 50 ans après? C'est une grande question qui peut se poser, en tout cas sur ces sujets-là très graves. Donc il y a la question de la prescription, la question aussi de la prise en compte du mal-être des jeunes enfants. Là, visiblement, dans ce roman, en tout cas, ce garçon n'a pas été suffisamment aidé pour pouvoir sortir son secret. Mais oui, parce que ça me faisait penser aussi justement à quelqu'un, d'un seul coup, donc il allait bien avant, et d'un seul coup, il y a tous ces signaux bas. Oui. Il y a quand même des changements d'un seul coup, des changements de comportement. Oui, c'est ça, c'est brutal, oui. Voilà, qui devraient alerter, qui n'alertent pas, peut-être par manque de sensibilisation, peut-être par manque d'information. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Mais c'est vrai que c'est un petit livre. J'aimerais qu'on en parle beaucoup plus parce que il le mériterait vraiment. Il se lit vite, il se lit bien, et
il est remarquable et dans la forme et dans le fond. Et dans il y a une vérité qui traverse qui traverse ce livre à plein de niveaux, quoi. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Merci. Je crois vraiment qu'on a une responsabilité collective à veiller sur nos petits. Et il y a cette idée, j'y pense en vous écoutant, Laurence, d'engrenage qu'on sent bien dans la construction du livre. L'engrenage, il est à la fois individuel, on l'évoquait, et il est plus groupal. Il y a l'effet de meute aussi. Bien sûr. C'est-à-dire l'effet de meute, c'est quoi? C'est quand ils sont plusieurs et qu'ils s'entraînent les uns les autres Non, pas forcément, mais quand il y a des zones d'ombre comme ça, des zones de silence sur certains thèmes dans une société, vous savez bien, c'est la phrase de Baudelaire qui dit « La plus belle des ruses du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas ». Oui. Et tant qu'on pense ça, parce qu'on a presque peur d'être contaminé par ce sujet-là qui est tellement difficile. Moi, j'ai eu la chance de n'être absolument pas touchée par ce truc-là. J'ai écrit une 30aine de livres, par ailleurs, sous un autre nom. Donc, j'ai essayé de faire preuve de beaucoup d'objectivité. Et ça, c'était une grande force, parce que ça m'atteignait pas du tout, finalement. Mais parce que ça nous brûle les doigts, on n'ose pas s'en emparer, mais tant qu'on n'ose pas regarder, on peut rien faire. Oui, mais c'est le grand problème social dont on souhaite parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce tabou vis-à-vis de ce sujet qui est certes très grave, mais qui en même temps, on touche ici au fondement de notre société. Donc ça devrait être notre sujet premier, en fait. La protection de l'enfance. La protection de l'enfance. Mais c'est bien même... sûr. Oui, puis comme c'était... je sais plus, qui citait il faut un village pour élever un enfant, et il disait, mais il faut aussi un village... je me rappelle plus, qui a perdu ce proverbe qui disait, il faut aussi un village pour en abuser. Puis je sais pas, il y a aussi une idéologie au niveau de la justice, parce qu'il y a un moment... Quand on prend les exemples que je donnais tout à l'heure, là je parle de prédateurs sexuels condamnés, je veux dire, sur des faits graves. Vous voyez, ils ont violé des enfants. Et qu'on se rend compte que, in fine, là c'est la justice qui décide de les laisser en liberté ou de les remettre en liberté. Et il faut savoir quand même, c'est pareil, c'est un problème, parce que les juges, l'application des peines, contrairement au reste, n'est pas publique. C'est-à-dire que le rendu de la justice, sauf cas particulier, de huis clos, est public, voilà, puisque c'est rendu au nom de la société. Mais l'application, elle l'est pas. Ce qui se passe dans le bureau des juges d'exécution, des juges de liberté, tout ça c'est pas public. Et vous pensez que c'est ici aussi que se passent certaines choses, certains accommodements ou certaines... En tout cas, c'est ici que s'exprime une forme de déni ou une forme d'idéologie qui va pousser, alors je sais pas, qui va pousser à une indulgence, moi je comprends pas, parce que là la protection, parce que je veux dire, c'est même pas une question de juger. Attendez, on va rester sur l'idéologie. Je vais vous citer par exemple le livre de Camille Kouchner, qui a quand même fait grand bruit. Là, on voit clairement qu'il y avait derrière une idéologie, c'était même tout un mouvement presque politique aussi, interdit d'interdire, dans la suite évidemment de Post-68. Et puis ces gens de pouvoir qui se disent pouvoir tout s'autoriser et que finalement, pourquoi pas violer, parce que c'était le cas, son beau-fils. Donc tout cela pose, en effet, il y a une question idéologique derrière, idéologique par des gens qui ont le pouvoir. Oui, alors alors on voit quand même aussi quelque chose là pour le coup dans le livre de Camille Kouchner. Puisqu'elle est il va la voir après pour lui dire quand même de ne rien dire. Donc il savait quand même, idéologie ou pas, qu'il faisait quelque chose qui était interdit, qui éventuellement était nocif, et qu'en tout cas il fallait pas que ça se sache. Et il hésitait pas à passer, après avoir violé son frère, à passer dans sa chambre, en gros, pour user aussi de l'influence qu'il avait sur elle, parce que visiblement elle adorait son beau-père. Donc voilà. Mais je sais pas. Alors, je sais pas, il y a peut-être aussi, on oublie peut-être facilement qu'il ne s'agit pas forcément non plus de juger les gens,
Puisqu'après tout, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça et pas d'autres? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont rentrer dans un schéma de répétition et pas d'autres? Vous voyez pourquoi il y a des gens d'ailleurs qui n'ont rien répété du tout et qui deviennent prédateurs sexuels et pas d'autres? Mais qu'il s'agit de protéger les enfants. Oui, bien sûr. C'est tout. Et qu'à partir du moment où on laisse un prédateur en liberté, pour l'instant, on ne sait pas quoi faire de mieux de toute façon pour les empêcher de nuire. Eh bien, d'abord, on envoie un très mauvais signal à la société. Bien sûr. On envoie un signal d'impunité. Et puis, on laisse une brigade, comme une grenade dégoupillée dehors. On laisse, parce qu'on sait très très bien, en plus que... Et là, est-ce que vous avez cette impression, vous aussi, parce que finalement, en lisant l'actualité et en faisant cette petite... en rédigeant toutes les dernières affaires, mais vraiment les dernières, on se dit, franchement, en fait, c'est tous les jours qu'il arrive quelque chose. Est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui que peut-être justement il y a ce sentiment d'impunité qui permet toujours plus, ou est-ce qu'on en parle quand même, ou est-ce que les médias font qu'on peut relever plus souvent ces affaires? Est-ce que ça arrive plus ou pas, à votre avis? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des fois, effectivement, pour X ou X raisons, on va en parler pas mal. À un moment donné, bon là en plus il y a eu 48 personnes entre nous soit dit, on parle d'un énorme coup de filet, c'est pas grand chose, si je puis me permettre. On a eu des coups de filet qui étaient beaucoup plus importants. Enfin, on va voir après ce que ça va donner en justice. Donc pour l'instant, il y a même pas les noms sont même pas divulgués. Non, il y a un maire qui a reconnu qu'il était concerné. Donc en Bourgogne. Donc comme il y a des chances que là il y a la lenteur judiciaire que dans 2, 3, 4 ans. Alors là pour le moment il s'agit, d'ailleurs on parle de contenu pornographique, on parle pas de viol pour le moment dans cette affaire. Mais il faut bien se rendre compte que dans un contenu pédopornographique, on montre, ce sont des viols qui se donnent à voir. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a une espèce de virtualité comme ça. Mais attention, je veux dire, c'est pas un film porno. Je veux dire, soft, qui a été tourné par des adultes consentants, des acteurs, qui sont rémunérés etc. et qui rentrent chez eux. Voilà, et qui sont adultes. Là, on parle de ce qui se donne à voir. Ça nourrit un commerce. C'est des viols d'enfants. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont être traumatisés, des victimes qui probablement ne s'en remettront jamais. Et puis, il faut voir aussi comment fonctionnent ces réseaux d'échange. Parce qu'on sait quand même, alors il y a peut-être des sites comme ça qui sont plus faciles d'accès, mais enfin, on sait quand même depuis l'opération Cathédrale et depuis d'autres que très souvent, un des prix à payer est de nourrir soi-même ces bases de données. Avec des vidéos. Avec des vidéos, avec des photos, Alors, je ne dis pas il peut y avoir des moments où ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, il faut quand même garder ça à l'esprit et de dire, de toute façon, c'est que du contenu pédopornographique. Et puis, moi, j'aimerais bien savoir le nombre de gens qui en fait sont passés à l'acte. Parce que c'est pareil, on regarde le Squarneck. Au début, le Squarneck, le médecin là, qui a déjà été jugé, qui a déjà été condamné une fois, et aujourd'hui on a 349 victimes. Enfin, il y en a 321 qui vont passer, parce qu'il y a encore des histoires de prescription. Qui a permis de se rendre compte que derrière un prédateur... Rappelez ce que c'est que le Squarneck. Alors le Squarneck, c'est un médecin. On s'est rendu compte qu'il violait ses enfants parce que lui, il tenait un journal. Donc il avait... qui a été saisi, il tenait le journal de ses exploits. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre considérable de victimes. Au départ, on a été fouillé dans la vie de cet homme-là parce qu'il avait violé sa petite voisine. De là, il y a eu une enquête, il y a eu 6 personnes, donc il y a eu 6 parties civiles, mais en enquêtant, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un nombre considérable de victimes, et c'est vrai que, moi je suis convaincu que c'est ça, c'est-à-dire en général, quand on a 5-6 victimes officielles, mais il faut savoir combien il y en a derrière. C'est toujours la partie émergée de l'iceberg. Mais oui, moi je me rappelle de Halbech, un autre qui s'était fait choper il y a longtemps déjà, c'était il y a une quinzaine d'années, on avait déjà été choqués parce que le type disait « Oh, mais j'ai pas fait beaucoup de victimes ». Il y en a peut-être 100, 200, mais il n'y en avait qu'une soixantaine où il s'était réellement passé quelque chose. Vous voyez, on en est là. Pour en revenir à le Squarneck, par exemple, il avait au départ... il s'était fait choper quand même pour détention de documents pédopornographiques. Et on en a plein comme ça. Des gens, c'est un indice, en fait, de quelque chose qui peut être beaucoup plus... Je regardais, c'était une vieille affaire, c'était les membres du CRIES. Donc, c'était une plateforme, justement, dedans. C'est truffé de gens qui ont été condamnés par la suite pour des actes réels. Il faut quand même bien se rendre compte que des gens qui ont une attraction, une appétence suffisante pour ce genre d'horreur, se poser la question de combien passe à l'acte.
Bien sûr. Surtout qu'a priori, d'après ce que vous dites, non seulement il y a un effet de réseau, donc on est entraîné de toute façon dedans, et puis en plus il y a a priori cette monnaie d'échange qui est celle de distribuer soi-même du contenu. Oui. Donc vous vouliez réagir peut-être à ce sujet, Nanushka von Moerkerkenland? Non, mais il y a plusieurs points. D'abord, il n'est pas impossible quand même que ça existe de toute éternité, malheureusement, hein, voir la romantique, voir la petite rauque de Maupassant, fin 19e. Et c'est pour ça que c'est amusant la littérature, parce qu'on peut aussi essayer de donner à sentir la grâce de l'enfance. Parce que la question, c'est l'absolu manque d'empathie, quelles que soient les raisons pour lesquelles il agit, de l'adulte. Alors, ou par Internet, qui est un révélateur et un excitateur de fantasmes, ou sur une agression réelle. Comment on peut manquer d'empathie à ce point-là? Comment on peut faire ça? Et puis il y a cette autre question, est-ce que l'adulte va pas à un moment donné boire à la peau de l'ange l'innocence et la jeunesse qui lui-même lui échappent? C'est vertigineux. Oui. C'est atroce. Oui, ça c'est sûr que c'est absolument atroce. D'ailleurs, cette dernière scène de votre livre est immonde. Non, pas immonde. Non, mais c'est horrible. Je veux dire, c'est horrible, c'est traumatisant, et on voit ce petit garçon qui se fait violer, qui se raccroche à son doudou et à ses images à lui, sa mère, et qui s'évade par l'esprit, qui se réfugie sur le sein. Des moments évidemment, donc on se dit mais c'est l'innocence même, évidemment, c'est la beauté de l'innocence, c'est la joie de vivre de l'enfant qui a été volée soudainement, et c'est pour ça qu'il faut absolument en parler. On a commencé donc à évoquer, évidemment là on arrive à la fin de l'émission, on pourra pas évoquer tous les problèmes de ces réseaux pédophiles, parce que en plus on commençait à l'expliquer, hein, on a quand même ce système de réseau, donc si on en attrape un, on parle de coup de filet pardon, il y en a peut-être une centaine derrière qui pourraient être, si jamais la justice travaillait peut-être un petit peu mieux, bien qu'on sache que là, dernièrement, il y a eu ce coup de filet, donc ça reste une bonne nouvelle, mais bon. Oui, et puis là, il y a les enquêteurs, pour le coup, quand ils se mettent dessus, en général, ils font un super bon boulot. Il faut les saluer. Il faut le souligner. Hein, donc, ils sont débordés, ils travaillent sans compter. C'est compliqué. Après, il faut que la justice suive derrière. Mais ils font un super bon travail qui risque d'être mis en danger par la réforme de la police judiciaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Enfin bon, écoutez, en tout cas, on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur plus généralement, en sortant de votre livre, mais sur ces dernières actualités citées, Nanushka von Moerkerkenland, concernant toutes ces actualités qui reviennent, la petite Lola, la petite Vanessa. Il me semble que quels que soient nos métiers les uns les autres, enquêteurs, sociologues, journalistes, écrivains, etc., on est tous des petits grains de sable pour essayer de protéger les enfants. Et moi, j'ai eu en tête très longtemps cette phrase de Solzhenitsyn qui disait, en entrée de l'archipel du Goulag, à tous ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses, qu'ils me pardonnent de n'avoir pas tout vu, de n'avoir pas tout entendu, de n'avoir pas tout deviné. Donc vous aussi, vous essayez de voir à votre façon, comme Laurence, oui, exactement, de travailler, de diffuser un petit peu, un petit grain de sable en tout cas, et une petite voix. Et si tout le monde ajoute sa voix, eh bien au moins ce drame sera un petit peu mieux entendu. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre travail, évidemment, pour ce très beau livre dont je rappelle les références, hein, Amour mineur, aux éditions Métropolis. Laurence Beneux, je rappelle le vôtre, Le livre de la honte, les réseaux pédophiles, aux éditions Le Cherche Midi. Il me semble qu'il est même plus, on peut plus le trouver, si. Non, celui-là, il est ici, on peut le trouver. Rupture de stock. Il est hors de prix, c'est scandaleux, ça m'énerve d'ailleurs. Par contre, j'en avais écrit un autre chez Michelon. Ça prouve son succès. Il est vieux aussi, mais après j'avais écrit chez Michelon Droits des femmes et des enfants, l'intolérable indifférence, qui revenait un peu sur le même problème, je veux dire avant BI, je sais pas. La brigade d'intervention, oui. Ouais, on se rappelle plus du livre de la honte en fait que Droits des femmes et des enfants, mais qui revient des années après sur le même sujet. Et j'ai l'impression que je pourrais quasiment écrire le même livre. Enfin, je veux dire, tellement ça évolue peu. Enfin, les deux n'étaient pas similaires, mais j'ai pensé souvent, je me dis, mais je pense que j'avais déjà dit, le livre de la honte, franchement, il faudrait le republier tous les ans. Non, mais le republier, ce qui est dramatique, c'est que je pense que la mise à jour, elle me prendrait pour mettre les choses un peu à jour. Ah oui. J'en aurais pour 2 jours, quoi.
Vous voyez, c'est pas... non, parce que les faits d'actualité, si vous les rajoutez, là, vous avez du travail quand même. La preuve, c'est tout ce que j'ai cité sur juste les derniers jours. Oui, mais au niveau de comment ça se passe, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et nous, on ne lâchera pas l'affaire. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.